D'accord. Donc, une fois de plus, bonjour, chers amis, chers collègues. C'est un grand honneur pour moi de participer donc à cette séance d'échange et de partage de connaissances organisée par le, le REMA, c'est ça. Donc, je loue en tout cas l'initiative. Alors, il m'a été demandé donc d'échanger avec vous ce matin sur le polytraumatisé. Je vous propose donc le plan suivant. Donc, après une introduction, je vais aborder quelques points de généralité. Ensuite, la stratégie donc diagnostique, la stratégie de prise en charge avant de conclure. Alors, il faut dire que c'est un plan qui est conçu dans un but didactique, même si on sait que dans la réalité de la prise en charge, beaucoup donc d'éléments donc s'imbriquent. Voilà. En même temps que l'on pose le diagnostic, bien sûr, on pose les gestes qui sauvent et ainsi de suite. Donc, alors, en introduction, vous l'avez dit, le polytraumatisé ou le traumatisé grave, c'est donc deux notions que nous allons assimiler, d'accord, parce que ayant le même dénominateur commun, c'est un problème de santé publique. Et vous voyez que dans les pays développés, comme la France, la fréquence est extrêmement élevée. La cause varie en fonction des pays. Dans ces pays-là, c'est surtout la traumatologie routière qui est la principale cause, mais en fonction des pays, en fonction des contextes sécuritaires dans lesquels vivent ces pays, les causes peuvent changer. Moi, je suis dans un pays où la menace terroriste est assez sérieuse. Donc, vous voyez que les causes sont en train donc de changer, et faisant apparaître beaucoup de lésions balistiques parmi les premières causes. Et sa caractéristique, c'est que on s'y intéresse parce que la mortalité est extrêmement élevée. Elle est élevée et c'est surtout une mortalité précoce. Donc, ce qui veut dire que l'accent doit être mis au cours des premières heures. L'accent, donc, au niveau de la prise en charge, doit être mis au cours des premières heures, puisque c'est pendant ce moment-là, donc, que tout se joue. Et lorsque les patients, le plus souvent, survivent, et si quelque chose n'a pas été fait correctement, ils gardent souvent des séquelles invalidantes à vie. Donc, ça concerne, c'est une pathologie essentiellement du sujet jeune. Qui dit sujet jeune dit couche productive de la population. Donc, imaginez l'impact un peu économique et social euh, pour ces pays-là. Alors, c'est une pathologie traumatique. Comme toute pathologie traumatique, la prise en charge doit commencer sur les lieux de l'accident, donc notamment donc préhospitalière, et elle se poursuivra donc au sein des hôpitaux, idéalement dans des hôpitaux organisés, équipés pour ce type de patients, donc qui sont regroupés sous le vocal donc de trauma center. Alors, au cours de la prise en charge, on poursuit deux objectifs que moi je qualifie un peu de, j'allais dire, contradictoires, entre guillemets, euh, puisque au cours de l'évaluation initiale, vous devez faire un bilan lésionnel précis et complet pour ne pas passer à côté d'une lésion qui pourrait tuer le patient, mais aussi la réalisation de ce bilan ne devrait pas retarder la prise en charge. Donc, on doit se donner le temps de bien évaluer les malades, mais aussi, en même temps qu'on évalue, il ne faut pas qu'on perde à l'idée que tout retard à la prise en charge peut être fatal pour le patient. Et donc, le pronostic de ce patient va dépendre surtout du niveau d'organisation des soins qui existent dans le pays. D'où l'intérêt d'une protocolisation. C'est extrêmement important. Rien, absolument rien ne doit s'improviser. Les protocoles doivent être établis, éprouvés et révisés à chaque fois que besoin donc se fait sentir. Alors, en définition, ça a été déjà dit, c'est classiquement, effectivement, c'est un patient qui présente plusieurs lésions.
dont une au moins engage le pronostic vital à court terme. Mais aussi, on pourrait définir le premier traumatisé ou le traumatisé comme un patient victime d'un traumatisme dont le mécanisme ou la violence du traumatisme laisse penser que de telles lésions existent, qu'elles soient apparentes ou pas. C'est extrêmement important de savoir qu'en analysant seulement la cinétique, le mécanisme donc, de l'accident, même si de façon visible, on ne voit pas de lésions, parce que toutes les lésions ne sont pas initialement visibles à l'œil nu, en fonction de la violence ou après l'analyse du mécanisme, on peut déjà classer ce patient-là comme étant un traumatisé grave. Et ça, c'est extrêmement important. Et ne pas, justement, donc, accuser un retard dans la réalisation d'un bilan donc plus complet et également donc dans la prise en charge. Alors, plusieurs mécanismes peuvent être observés au cours du polytraumatisme. Alors, on a les traumatismes peut être direct, donc, à travers donc, un agent tranchant, type projectile ou des éclats, donc patient donc blessé par des éclats donc d'objets tranchants. Et dans ce cas, on aura des lésions pénétrantes. Et c'est extrêmement important lorsqu'on est en face donc de lésions pénétrantes d'analyser, d'essayer tant que possible d'analyser le trajet. Parce qu'en fonction donc du trajet, on peut suspecter la nature des lésions donc présentées par le patient. Donc, point d'entrée pour ce qui est des projectiles, point de sortie, et vous tracez donc à la limite comme une espèce de ligne droite pour imaginer un peu les organes traversés et donc les lésions potentiellement donc présentées par le patient. Donc, il peut y avoir un traumatisme direct par des agents contondants. En ce moment, donc, on sera face donc, de contusion d'organes. Donc, ils ne sont pas les mêmes natures de lésions, ils ne vont pas présenter la même nature de lésions donc, que les lésions pénétrantes. Ou bien, on peut être en face donc de traumatisme par compression violente, avec des écrasements prolongés. Et à partir de là, vous pouvez suspecter le type de complications que le patient donc, peut réaliser, peut présenter, notamment donc avec forte probabilité de rhabdomyolyse avec toutes les conséquences donc, que vous connaissez. Et donc, vous pouvez déjà anticiper, même sans bilan biologique, dans ce cas-là, anticiper sur la prise en charge d'une rhabdomyolyse. On peut aussi avoir un traumatisme par mécanisme indirect, et notamment en cas de décélération brutale lors des accidents de la circulation routière ou chute de hauteur. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir des lésions vasculaires ou viscérales. Donc, ce sont donc des lésions d'arrachement des pédicules vasculaires et pouvant donc présenter des violentes hémorragies internes et cataclysmiques. Vous pouvez avoir aussi un traumatisme par effet de souffle ou blast, ou l'effet blast. Donc, c'est essentiellement au cours des explosions, hein, avec l'onde de choc qui va donc provoquer des lésions viscérales, lesquelles lésions ne sont pas forcément visibles à l'œil nu, puisque ce sont des lésions profondes, mais potentiellement graves. Et la gravité, donc, est fonction de la violence, donc, du souffle. Donc, c'est pour ça que, je ne sais pas, pour les Burkinabés qui suivent régulièrement, j'allais dire, je fais une parenthèse, hein, les informations à la télévision, souvent, vous voyez donc les explosions, donc, j'allais dire, de drones lors du bombardement des camps de terroristes. Et vous voyez certains survivants qui s'enfuient après l'explosion, mais la plupart, on les retrouve décédés après parce que ils vont présenter donc des lésions de blast qui vont engager leur pronostic vital à court terme peu de temps après l'explosion. Vous pouvez avoir également donc des lésions de mouvements brusques, notamment donc hyperflexion, extension, et surtout au niveau des parties mobiles du corps, le rachis cervical, donc ce qui peut provoquer des lésions vertébro-médulaires avec d'authentiques sections médulaires potentiellement mortelles. Donc, c'est pour ça que lorsque vous devez analyser donc, le mécanisme après un polytraumatisme, vous devez donc avoir en tête que
le mécanisme peut être soit direct ou indirect, ou parfois on est dans des situations où les mécanismes sont intriqués. Voilà. On peut avoir donc une intrication donc, de ces mécanismes-là. Et ces lésions vont engager le pronostic vital parce que pouvant provoquer des détresses vitales. Et la première détresse qui va tuer le patient à court terme, c'est vraiment la détresse respiratoire, ensuite circulatoire, puis neurologique. Et donc, cette détresse respiratoire, elle peut être liée à une obstruction des voies aériennes, supérieure ou inférieure, mais d'abord supérieure d'abord. Elle peut être liée, et l'obstruction pouvait être après un trauma crânio-facial, il peut y avoir des sécrétions, soit le sang ou des corps étrangers qui peuvent obstruer les voies aériennes. Donc, c'est extrêmement important donc, de faire le diagnostic et de libérer les voies aériennes en urgence. Il peut y avoir un traumatisme au niveau de la cage thoracique avec atteinte thoraco-pulmonaire, ce qui peut entraîner plusieurs types de lésions, lesquelles lésions vont compromettre la mécanique ventilatoire ou même atteindre donc l'échangeur pulmonaire et compromettre l'hématose. On peut également avoir une détresse respiratoire par cause neurologique, donc soit traumatisme crânien grave avec atteinte de la mécanique ventilatoire centrale, la commande centrale, ou bien même au niveau du rachis cervical haut, notamment au-delà de C3, on va atteindre avoir plutôt une atteinte phrénique qui va jouer donc sur la contraction du diaphragme. On peut également avoir une détresse respiratoire liée à une détresse hémodynamique. Voilà. Lorsque vous avez donc un état de choc, bien sûr, surtout hémorragique dans ce contexte-là, vous pouvez avoir donc une détresse respiratoire, bien sûr, par baisse du transport de l'oxygène, du fait du choc hémodynamique. Alors, en dehors de la détresse respiratoire qui, effectivement, peut engager le pronostic vital, vous pouvez avoir soit en plus ou bien donc isolément une détresse cardio-circulatoire. Et sachez que l'hémorragie touche 80% des traumatisés graves. Et plus la moitié des décès au cours de la première heure chez les traumatisés graves est due à une hémorragie. Donc, c'est dire que notre obsession au cours de la prise en charge d'un traumatisé grave doit être la recherche et la correction donc d'une hémorragie. On peut avoir également donc une détresse cardio-circulatoire liée à une tamponnade, qu'elle soit péricardique, du fait de la présence donc, de sang dans le péricarde, ou bien même une tamponnade liée à la présence d'un épanchement pleural massif qui gêne le retour veineux et donc empêche le remplissage du cœur et donc produisant donc j'allais dire un état de détresse cardio-circulatoire. On peut avoir directement donc une atteinte du myocarde par contusion. Et là aussi, sachez que la détresse cardio-circulatoire peut aussi être due à une cause neurologique, notamment donc dans les cas de traumatisme crânien grave, avec perturbation donc la régulation donc la pression artérielle, ou bien en cas de lésion médulaire haute, essentiellement cervicale, avec une dysautonomie qui va donc perturber la régulation, la pression artérielle, causant ainsi une détresse cardio-circulatoire. Alors, devant un état de choc, il faut avoir en tête que la première cause, ça va être une hypovolémie, avec les 4 causes majeures, donc soit un saignement dans le péritoine ou dans le rétropéritoine, ou dans la plèvre, ou bien les fractures des os longs, notamment le fémur et le bassin. Donc, ça, c'est vraiment la première cause à aller chercher. Mais il faut justement donc, j'allais dire, éviter donc de tomber dans certains pièges, notamment donc dans les cas d'hémorragie extériorisée
sous-estimer, surtout lorsque vous recevez le patient donc en seconde main et vous ne voyez pas de lésion apparente hémorragique, alors que c'est tout simplement parce que le patient, il s'est vidé de son sang avant d'arriver donc à l'hôpital. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, devant un état de choc, il faut rechercher donc une hémorragie extériorisée que vous auriez pu sous-estimer. Il faut aussi rechercher donc un choc obstructif par tamponnade péricardique ou pneumothorax compressif qui peut être la cause de l'état de choc. Mais aussi, ne pas passer à côté donc d'une lésion médulaire qui va causer une vasoplégie avec état de choc. Donc ça, ce sont des pièges qu'il faut rapidement donc rechercher et ne pas tomber dans ces pièges parce que vous ne pourrez jamais corriger l'état de choc si vous n'avez pas fait un diagnostic précis de la cause. En dehors donc de la détresse respiratoire et cardio-circulatoire, vous avez la troisième détresse qui peut engager le pronostic vital, qui est la détresse neurologique. Donc cette détresse neurologique, elle peut être de cause respiratoire, lorsque vous avez donc des troubles des échanges gazeux, bien sûr, la perfusion cérébrale peut être compromise, l'oxygénation cérébrale plutôt peut être compromise et entraîner donc des troubles de la conscience, comme elle peut être aussi hémodynamique. En cas de défaut de perfusion par détresse cardio-circulatoire, défaut de perfusion du cerveau, on peut avoir donc des troubles de la conscience, mais aussi cette détresse peut être de cause, bien sûr, neurologique après un trauma, une atteinte cérébrale primitive ou bien donc une lésion médulaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que on vous conseille de ne jamais évaluer le score de Glasgow lorsqu'on n'a pas stabilisé l'état respiratoire et l'état hémodynamique, parce que ces deux détresses-là peuvent influer sur l'état de conscience. Donc, c'est extrêmement important. Donc, le Glasgow, on l'évalue une fois que le malade est stabilisé sur le plan respiratoire et hémodynamique. Alors, quels sont les pièges à connaître et donc à éviter au cours donc de l'évaluation de l'état du polytraumatisé? Ce sont les effets de sommation. Donc, quand vous avez des hémorragies multiples, il faut justement donc avoir en tête que chaque hémorragie va avoir des conséquences et les deux mises ensemble donc vont avoir un effet donc beaucoup plus accentué sur l'état hémodynamique. Vous avez les effets d'occultation, c'est-à-dire que les situations où vous pouvez avoir une lésion qui peut en masquer une autre. Dans le cas simple du traumatisme crânien grave, où on demande toujours de considérer que devant cette situation-là, le patient a une lésion du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire, radiologique du contraire. Voilà, parce que le tableau initial est l'altération de la conscience liée au traumatisme crânien, mais on peut avoir donc une lésion rachidienne sous-jacente qui, lorsqu'elle n'est pas prise en compte, peut à elle seule engager le pronostic vital du malade. Donc, vous avez les effets d'amplification, comme c'est constaté le plus souvent au cours des lésions cérébrales du traumatisme crânien grave, avec les axos que nous recherchons systématiquement, parce que pouvant aggraver, bien sûr, les lésions cérébrales. Et puis, fait extrêmement important, les lésions traumatiques sont des lésions potentiellement dynamiques. Ça, il faudra avoir ça en tête, parce que cela donc va nous amener donc à poursuivre la surveillance d'une lésion, même si initialement, elle ne paraît pas grave. C'est extrêmement important. Parce que le potentiel dynamique de cette lésion-là peut l'amener donc à s'aggraver à tout moment. Alors, quelle est la stratégie diagnostique que nous devons aborder? Alors, comme je le disais, en même temps que nous posons le diagnostic, bien sûr, nous devons mettre en route les manœuvres donc, de gestion des détresses vitales que nous allons constater.
Voilà. Mais c'est parce que c'est dans un but didactique que je ne sépare les deux, mais sachez que les deux vont ensemble. Donc, l'évaluation, elle va commencer sur les lieux de l'accident. Et ensuite, on fera un bilan lésionnel initial. Et comme les lésions sont évolutives, bien sûr, le bilan devrait donc se poursuivre pour dépister une aggravation secondaire. Et donc, ce bilan, il est avant tout clinique. Il est clinique parce que quand on est en dehors de l'hôpital et sur le lieu de l'accident, ben, c'est d'abord notre sens clinique qui va nous permettre de dépister les lésions et de commencer la correction donc, des troubles liés à ces lésions. Et nous allons, ce qui est recommandé, c'est de suivre la séquence classique A, B, C, D, E, F au cours de cette évaluation. C'est extrêmement important parce que on s'intéresse d'abord aux détresses respiratoires, ensuite circulatoires et neurologiques enfin. Donc, c'est vraiment par ordre de priorisation des détresses. Et donc, on va s'intéresser d'abord à la liberté des voies aériennes. On va rechercher donc une éventuelle obstruction des voies aériennes dont les causes donc sont multiples. Et lorsque on est en face d'une obstruction des voies aériennes, bien sûr, il faut la traiter, il faut la prendre en charge. Donc, en cas de présence de corps étranger, il faut le retirer, aspirer. Euh, Si vous avez une chute la langue, ne pas hésiter à mettre une canule oropharyngée, voire même une intubation trachéale, dont les indications doivent être vraiment larges en pré-hospitalier. C'est extrêmement important parce qu'en même temps qu'on libère les voies aériennes, on assure donc une ventilation du patient qui donc lui permettra donc de permettra donc de prendre en charge la détresse respiratoire. Donc, en dehors de la liberté des voies aériennes, après donc la liberté des voies aériennes, ben, comme je l'ai dit, voilà. Donc, ça, ce sont des manœuvres qui peuvent être faites. Protrusion mandibulaire, insertion de canule oropharyngée, voire intubation trachéale, donc pour contourner cette obstruction des voies aériennes. Et après le A, donc, on va passer au B, lorsque tout va bien. Donc, l'évaluation donc, de la ventilation. Donc, on appréciera la fréquence, l'ampliation, les mouvements, le rythme. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement important d'apprécier donc la qualité de la mécanique ventilatoire. Donc, comme on le dit toujours, faites très attention. Une saturation pulsée normale ne signifie pas une ventilation normale. Voilà. Au départ, la saturation est normale, mais avec l'altération de la ventilation, bien sûr, cette saturation va se dégrader. Donc, il faudrait donc anticiper en évaluant correctement la ventilation. Et lorsque vous constatez donc qu'il y a un souci au niveau de la ventilation, notamment donc vous avez une baisse de l'ampliation parce qu'il y a un épanchement qui est massif dans la plèvre, ben, il faudrait donc euh, vider donc cet épanchement-là pour améliorer la mécanique ventilatoire. Donc, une fois que vous avez vérifié le A et le B et qu'il n'y a plus de problème majeur, vous pouvez maintenant passer à la phase C, qui est donc l'évaluation de l'état hémodynamique, avec donc les mesures de base affichées ici, le pouls, la pression artérielle et bon, la durée, ça c'est vraiment de façon large, mais bon, en préhospitalier, bien sûr, vous savez bien que c'est pas le moment, donc on n'a pas le temps d'évaluer donc ce paramètre-là. Et après, lorsque l'état hémodynamique est évalué et corrigé, en cas de, si donc il y a une altération donc, de l'état hémodynamique, vous pouvez passer donc à l'étape D, qui est l'évaluation de l'état neurologique avec l'état de conscience, rechercher donc cliniquement donc une asymétrie de la taille des pupilles et si possible donc un déficit moteur qui déjà cliniquement donc peut vous orienter vers un diagnostic précis. D'accord. Donc ne pas oublier donc d'évaluer le score ASIA lorsque vous êtes en face d'un traumatisé donc du rachis.
Et ensuite, après donc l'état neurologique, ben, vous allez euh, apprécier toutes les... Excusez-moi, hein, ça je me suis trompé. Donc ça, on est toujours dans l'évaluation de l'état neurologique. Sachez que lorsque vous êtes en face d'un patient comateux, même après un traumatisme, il faut chercher absolument donc à éliminer une hypoglycémie le plus rapidement possible parce que, bien sûr, l'hypoglycémie peut entraîner des séquelles neurologiques définitives lorsque elle n'est pas prise en charge assez rapidement. Donc, c'est pour ça que la recherche, le dosage de la glycémie capillaire doit être systématique, même chez le patient traumatisé crânien qui est dans le coma. D'accord. Donc, ensuite, après donc la recherche d'état neurologique, il faut bien sûr passer à la phase E, qui est donc euh, rechercher toutes les lésions ou les atteintes qui peuvent être liées à l'exposition au milieu extérieur, notamment la température. Alors, il faut dire qu'en préhospitalier, dans notre contexte, l'hypothermie n'est pas donc une problématique. Par contre, à partir donc de l'hôpital et dans les salles d'opération, bien sûr, ce phénomène-là peut apparaître. Mais dans le contexte préhospitalier, euh, bon, dans notre contexte de travail, on est rarement confronté à l'hypothermie parce que la température extérieure, ben, elle est quasiment soit égale ou supérieure à la température corporelle. Donc, mais dans certains pays, dans certains environnements, donc, il faut rechercher cette hypothermie. Pourquoi? Parce que l'hypothermie associée à l'hémorragie, au choc hémorragique, va aggraver euh, les troubles de l'hémostase en complétant ce qu'on appelle la triade létale, donc qui associe l'hypothermie, puisque l'hypothermie va altérer les facteurs de coagulation. Hein. Donc, ça inhibe la fonction plaquettaire, ça inhibe les facteurs de la coagulation, donc ça va aggraver le saignement qui est, comme je l'ai dit, présent chez près de 80% des traumatisés graves. Vous avez l'acidose. L'acidose, donc, qui va être la conséquence de l'état de choc présenté par le patient, et puis, bien sûr, cette coagulopathie qui va être présente du fait de l'hémorragie massive. Et donc, les trois associés constituent donc ce qu'on appelle la triade létale, qui va aggraver rapidement le pronostic vital, d'autant plus que le malade présentera donc, surtout si le malade présente en plus des lésions, donc un traumatisme crânien. D'où l'importance d'assurer un geste hémostatique au plus vite lorsque nous sommes en face d'un patient donc, qui saigne. Après donc l'évaluation de la phase E, on passe à la recherche de fractures des périphériques et la recherche de lésions éventuellement hémorragiques, notamment donc qui pourraient être source d'hémorragie extériorisée. Ces hémorragies-là, donc, doivent bénéficier d'une hémostase localement avec un bandage ou la mise en place d'un tourniquet pour réduire le saignement avant le transport du patient qui doit se faire le plus rapidement possible vers un centre spécialisé pour la suite de sa prise en charge. Donc, en préhospitalier, le but de l'évaluation, c'est vraiment de diagnostiquer et de prendre en charge une détresse vitale. Donc, c'est extrêmement important. En même temps qu'on diagnostique, on prend en charge la détresse vitale et très rapidement, il faut assurer le transport du patient vers un centre adapté à son état. Et au cours de ce transport-là, donc on dirait que ce transport est médicalisé parce qu'au cours de ce transport, l'évaluation doit se poursuivre puisque les lésions sont dynamiques et le maintien des fonctions vitales est une absolue nécessité. Et ensuite, le patient sera orienté vers ce centre adapté à sa prise en charge. Idéalement, on qualifiera donc de trauma center, qui est un centre qui dispose, bien sûr, des ressources humaines nécessaires, qualifiées, du plateau technique
et d'une organisation à même de prendre en charge ce type de patient. Vous savez que la prise en charge de ce type de patient est multidisciplinaire, donc vous devez avoir donc tous les types de spécialistes qui pourraient éventuellement donc être indispensables dans la prise en charge, bien sûr, en dehors de l'anesthésie réanimateur, les chirurgiens de tous les organes, donc, notamment donc neurochirurgiens, orthopédistes, thoraciques, vasculaires, et j'en passe. Un service d'imagerie capable donc de réaliser au minimum, donc, un scanner, un laboratoire suffisamment équipé pour réaliser les examens biologiques d'urgence et surtout d'être en mesure de disponibiliser donc les produits sanguins labiles. Et bien sûr, un service de réanimation, un bloc opératoire adapté et une fois que le patient est sorti vivant de l'ARIA, un service de rééducation capable donc d'assurer la rééducation. Donc, bref, donc le trauma center, c'est un concept qui intègre donc tous ces paramètres-là. Voilà. Donc, au cours de ce transport, bien sûr, il faut savoir que la mobilisation du patient doit être prudente pour ne pas aggraver certaines lésions, notamment donc les lésions rachidiennes. Il faut contrôler la douleur et faire attention à la possibilité de survenue de vomissement, possibilité d'inhalation lorsque le malade n'est pas intubé. Donc, c'est extrêmement important donc, que ce paramètre-là doit être pris en compte. Et donc, il y a un score qui a été développé, qui est donc le score donc, de Vittel, qui permet en fait l'orientation des patients vers les centres spécialisés en fonction donc, de la présence donc, de d'un de ces éléments-là. Donc, lorsque vous avez un seul de ces éléments que vous retrouvez chez le patient au cours de l'évaluation, ben, ça nécessite donc que vous le transportez très rapidement donc, vers un centre spécialisé, notamment donc, un trauma center. Initialement, il a été conçu pour les, les pays qui ne disposent pas de système de prise en charge hospitalière type SAMU comme en France, notamment dans les pays anglo-saxons où vous avez les paramédics qui ne sont pas des médecins. Donc, c'est un système donc, simple qui va leur permettre donc d'évaluer la gravité du patient et de l'orienter vers le centre spécialisé. Alors, dans un contexte de SAMU, où on a un médecin régulateur et puis on a un médecin SMU qui est un médecin urgentiste ou réanimateur, bon, on estime que ces médecins-là sont capables, à travers donc, leur sens clinique, de pouvoir, les capacités cliniques donc d'évaluation, d'estimation de la gravité, sans avoir besoin d'utiliser ce score-là, donc de reconnaître un patient grave et de l'orienter vers le centre donc adapté à la prise en charge de son état. Et donc, c'est extrêmement important de se rendre compte que le transfert doit se faire le plus rapidement possible vers l'hôpital et cet hôpital doit permettre de prendre en charge les lésions le plus rapidement possible. Et le plus souvent, ces lésions-là sont des lésions hémorragiques dont la prise en charge ne se conçoit que de façon chirurgicale. La prise en charge définitive, en tout cas, ne se conçoit que au bloc opératoire. Alors, donc, à l'hôpital, le patient va être reçu dans un environnement adapté à son état qu'on appelle salle de déchocage. Ça dépend donc des dénominations des pays. Et donc, la prise en charge, elle va être multidisciplinaire. Hein. Dans un premier temps, vous allez avoir donc l'urgentiste, le réanimateur, le chirurgien qui seront à l'accueil pour évaluer ensemble le patient. Donc, c'est une évaluation concertée avec, bien sûr, un trauma leader, parce que quand vous êtes deux, trois spécialistes autour d'un malade, il faut tout naturellement donc qu'il y ait un qui soit celui-là qui dirige, allez dire, les opérations. C'est pas le chef, mais c'est celui-là qui va orienter, donc, hiérarchiser, donc la prise en charge en fonction des lésions qui sont présentées par le patient. Et dans notre contexte, bah, c'est le médecin anesthésiste réanimateur. Dans certains pays, c'est le chirurgien. En tout cas, dans le système français, c'est l'anesthésiste réanimateur. Et donc, ensuite, bien sûr, il y a
L'équipe SMUR va transmettre le patient aux équipes en place et le transfert du monitorat se fera avec les équipements donc, de l'hôpital. Tout en sachant que pendant tout ce processus-là, il faut continuer à évaluer et à maintenir les fonctions vitales. C'est extrêmement important. Donc, ce qui nécessite bien sûr une bonne organisation au sein de l'hôpital et une spécialiste. Et à l'hôpital, on va, une fois de plus, faire une évaluation clinique avec donc la méthode ABCDEF. Donc, on repasse en revue donc toutes ces étapes-là et on va s'aider de maintenant des outils paracliniques pour améliorer donc notre évaluation et donc la probabilité de dépister des lésions, notamment donc par l'outil radiologique et les examens donc biologiques. Au niveau radio, ce sont des examens qui seront réalisés au lit du malade. Donc, on a ce qu'on appelle les radiographies standards qui vont être essentiellement donc concerner le thorax et le bassin, puisque ce sont les lésions donc accessibles, potentiellement mortelles, qui sont accessibles donc à ce type d'examen. Donc, lorsque nous avons donc des lésions évidentes, bien sûr, si c'est les fractures du bassin, il faut stabiliser avant donc d'aller soit en embolisation ou au bloc opératoire. Et si c'est le thorax, en fonction de ce qui est présenté comme lésion, on peut procéder donc à un drainage pleural en urgence lorsque il y a une indication. Mais ce qui a vraiment révolutionné la prise en charge des, des polytraumatisés, c'est l'examen, donc l'échographie faite au lit du malade qui permet de rechercher et de retrouver donc, j'allais dire, les hémorragies non extériorisées qui peuvent très rapidement engager le pronostic vital à travers donc l'évaluation donc au niveau du thorax, de l'abdomen et du rétropéritoine par ce qu'on appelle donc la FAST, la FAST échographie, qui est une échographie donc ciblée chez les patients traumatisés à la recherche d'un épanchement. Le but de cet examen, c'est vraiment de rechercher un épanchement, surtout un épanchement au niveau du thorax, l'abdomen ou de l'autopiton, un épanchement de sang. Et au niveau aussi du thorax, on peut rechercher, bien sûr, un épanchement donc gazeux, au pneumothorax. Donc, c'est extrêmement important de savoir que le but n'est pas d'affiner le diagnostic lésionnel, mais c'est de répondre à une question binaire. Est-ce qu'on parle sain ou il ne saigne pas? Point. Et ça, on ne doit pas perdre de temps. Il y a des zones qui doivent être explorées le plus rapidement possible. Vous avez au niveau du thorax les culs-de-sac, pleuraux, donc les deux, pour la recherche de penchements donc, sanglants. Au niveau de l'abdomen, vous avez l'espace de Morisseau à droite et l'espace entre la rate et le rein à gauche. Et vous avez donc le cul-de-sac du Douglas qui vous permet de rechercher donc la présence d'un éventuel épanchement. Au niveau donc de l'épigaste, vous allez explorer essentiellement donc le péricarde pour voir s'il n'y a pas donc un épanchement péricardique. Et bien sûr, vous pouvez rechercher un pneumothorax donc au niveau donc de la région antérieure de la cage thoracique. Alors, elle peut être complétée par un doppler transcrânien lorsque, bien sûr, le polytraumatisé présente un trauma crânien grave. Donc, vous avez le doppler transcrânien, vous avez l'épanchement à gauche, vous avez donc l'échographie donc cardiaque, et à droite, en haut, vous avez un épanchement. Vous voyez donc l'épanchement liquidien au niveau du cul-de-sac qui est comblé donc par une opacité donc noire. Et ça, c'est au niveau donc de l'abdomen. Vous avez donc le foie en haut et puis le diaphragme qui surplombe le foie, une ligne donc blanche, et le rein qui est juste en dessous du foie. L'espace ici n'est pas comblé par un épanchement, donc on peut
à ce niveau, donc estimer qu'il n'y a pas de détachement, donc il n'y a pas de pneumo, des démos massifs en tout cas. Et en haut, à droite, l'extrême droite, c'est pour faire le diagnostic donc d'un euh, pneumothorax avec le point P, d'accord, qui est donc pathognomonique donc d'un épanchement donc d'un pneumothorax. Voilà. Alors, une fois que nous avons fait ces examens de débrouillage au lit du malade, est-il nécessaire ou pas de faire un scanner corps entier? Je dirais oui, c'est extrêmement important parce que l'examen que je vous ai donc de vous présenter là donc est juste, ne permet pas de faire un diagnostic précis, lésionnel précis. Donc vous avez forcément donc vous pouvez avoir des lésions minimes avec un potentiel évolutif grave qui pourrait donc éventuellement engager le pronostic vital du malade. Donc c'est extrêmement important une fois que le malade donc est stable, on dit bien stable. Vous avez l'obligation de l'amener faire un scanner corps entier parce que les études, en tout cas, ont montré donc une amélioration du pronostic chez les patients qui bénéficient du scanner corps entier après un traumatisme. C'est extrêmement important. Et c'est après donc ce scanner-là donc que le bilan lésionnel précis sera fait et on pourra engager donc la prise en charge du patient. Et comme je le disais, cette prise en charge elle est simultanée en même temps que nous faisons l'évaluation. Donc, il y a bien sûr la mise en condition, maintenant un collier cervical pour le patient dans un matelas coquille. Tout est fonction de lésions présentées en préhospitalier. Patient qui va être complètement déshabillé et puis mise en condition, oxygénée avec des voies veineuses de gros calibre. Et puis bon, la pose de son urinaire, son nasogastrique très rapidement et le monitorage qui va permettre donc de poursuivre la surveillance et éventuellement donc dépister une aggravation de son état et une prise en charge adaptée. Donc, en cas de choc hémorragique, bien sûr, il faut démarrer le remplissage vasculaire, très rapidement initier donc un traitement vasopresseur qui va permettre d'avoir des objectifs tensionnels acceptables, permettant donc une prise en charge au bloc opératoire et réduisant donc la quantité de soluté que nous aurons transfusée. Sachant que cette quantité, plus elle est importante, plus la triade létale que je vous ai dont je vous ai parlé précédemment, donc, risque d'apparaître. D'accord? Et ça va réduire, bien sûr, la quantité également de produits sanguins labiles à transfuser avant le geste hémostatique, qui est le seul véritable traitement de la prise en charge de choc hémorragique. Sachant que cette réanimation-là, donc, c'est une réanimation d'attente pour nous permettre d'amener le patient au bloc opératoire et réaliser l'hémostase chirurgicale. Et en cas de besoin de transfusion, bien sûr, il faut savoir que maintenant, le ratio, c'est un CGR ou un PFC et pour un concentré plaquettaire, avec des objectifs, donc, qui sont connus en fonction, donc, de l'absence ou non de traumatisme crânien grave. En cas d'hémorragie, il faut bien sûr lutter contre tous les éléments qui peuvent aggraver cette hémorragie avant la prise en charge, notamment donc l'hypothermie, l'acide tranexamique qui doit être rapidement administré dès le préhospitalier, c'est extrêmement important parce que son efficacité donc, va être fonction de la précocité donc, de son administration. Donc, avec donc, tous les autres facteurs donc, de coagulation disponibles dont nous disposons. Alors, j'insiste une fois de plus, le traitement du choc hémorragique, c'est avant tout l'hémostase chirurgicale. Il n'y a que l'hémostase précoce chirurgicale, on dit bien précoce également, qui peut se le parler parce qu'une fois que le triade létal s'est installé, vous aurez du mal de toute façon à réaliser une hémostase, même au bloc opératoire, et la probabilité de perdre votre patient sera extrêmement élevée. Et pour cela, nous devons, c'est pour ça, d'où l'intérêt d'avoir des protocoles, hein, il faut savoir qu'on doit faire ce qu'on appelle le damage control. En fait, ce damage control-là a pour but
essentiellement de corriger les lésions qui engagent à court terme le pronostic vital du patient. Donc, c'est essentiellement donc les lésions qui saignent. Et donc, le but étant de stopper cette hémorragie. Et cette chirurgie va être précédée, bien sûr, d'une réanimation dont le but, bien sûr, est de permettre la réalisation de ce geste hémostatique. Et une fois que l'hémostase est réalisée, le patient sera conduit dans un service de réanimation pour continuer donc la correction des défenses d'organes. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on reviendra donc pour corriger les lésions dont la prise en charge peut être différée. Notamment donc quand vous avez une fracture des os, c'est pas donc en ce moment-là donc il faut chercher à mettre un clou fémoral ou bien mettre une plaque vissée. Et à ce moment-là donc c'est juste réaxer donc le membre, arrêter l'hémorragie et secondairement donc on reviendra donc une fois que le malade on aura stabilisé donc les fonctions vitales du patient pour revenir secondairement donc pour corriger ces lésions. Donc, c'est extrêmement important que au niveau donc de la prise en charge chirurgicale, donc, les chirurgiens et les anesthésistes donc, puissent faire le consensus sur le damage control. Et donc, cette prise en charge en urgence, là, elle peut concerner donc l'abdomen. Lorsqu'on a un hémopéritoire massif, bien sûr, il faut aller faire la laparotomie d'urgence pour faire l'hémostase, peut être amené à aller faire une embolisation en cas d'hématome rétropéritonéal ou bien faire une thoracotomie d'hémostase. Et en cas de fracture donc des os, donc bassin fémur, c'est vraiment immobiliser le foyer de fracture pour stopper en tout cas le saignement. Et donc, cette image-là, en fait, elle résume un peu la problématique du polytraumatisé. Et donc, c'est une image qui a été donc, j'allais dire, décrite par les Anglais, l'équipe de Leeds. Vous avez donc sur la ligne basale en, en bleu, c'est l'état de base du patient avant l'accident. D'accord? Et time zero, c'est vraiment le moment où l'accident survient. Et vous avez sur cette flèche-là les causes de décès en fonction donc du timing de survenue. La première cause de décès après un accident, ça va être les problèmes respiratoires. On a vu donc l'obstruction des voies aériennes, l'hémorragie massive et surtout le traumatisme crânien sévère. D'accord? Et en même temps, vous avez les stratégies de prise en charge qui vont permettre, bien sûr, de réduire progressivement donc la mortalité jusqu'à ce que le patient retrouve son état basal. Et ce qui est important, c'est de noter que dès le préhospitalier, au cours de la première heure après donc l'accident, c'est là où tout se joue. Parce que l'obstruction des voies aériennes, si elle n'est pas prise en charge très rapidement, le trauma crânien sévère, l'hémorragie massive, ce sont ces lésions-là qui vont engager le pronostic vital du malade à court terme. Donc, c'est à ce niveau-là donc que la prise en charge doit commencer et c'est dès le préhospitalier avec la mise en place donc des soins donc d'urgence, l'intubation en séquence rapide, l'administration d'acide tranexamique, l'immobilisation, le tourniquet, le bandage hémostatique et le transport rapide du malade vers un service d'urgence au cours de laquelle donc bien sûr les soins commencés en préhospitalier vont se poursuivre et les examens d'imagerie vont être réalisés très rapidement pour affiner le diagnostic lésionnel. Et ensuite, le patient sera conduit au bloc opératoire pour les procédures d'urgence, notamment donc le damage contrôle pour arrêter les lésions qui saignent. Et après, donc, le bloc opératoire, le patient sera conduit dans un service de réanimation où, dans lequel, donc, l'objectif principal sera donc de traiter ou de poursuivre la prise en charge des
détresse vitale. Une fois que le patient sera stabilisé, il retournera au bloc opératoire pour une correction donc, des autres lésions qui n'étaient pas urgentes avant, bien sûr, donc, sa sortie en réa pour la réhabilitation donc, à long terme. Et vous voyez que en fonction donc, du niveau de prise en charge, vous avez les lésions donc, qui peuvent survenir hein, à gauche et qui peuvent malheureusement toujours engager le pronostic vital parce que même si le patient a survécu donc à l'obstruction des voies aériennes et à l'hémorragie massive, vous avez donc le SDL qui peut survenir lorsqu'on a une contusion thoracique, vous avez la défense multiviscérale, vous avez les infections acquises à réanimation, les infections des voies respiratoires basses, l'embolie pulmonaire, et puis bon, les infections cutanées, escarres, etc., qui peuvent toujours, même à long terme, engager le pronostic vital. Et tout ça, donc, est regroupé dans le concept donc, de prise en charge donc, individualisée du patient. Donc, chaque patient est un cas à part. Donc, c'est pour ça que la prise en charge doit être vraiment, j'allais dire, individualisée et personnalisée. Et vous voyez que quelle que soit la qualité de la prise en charge, c'est extrêmement difficile que les deux courbes-là se rejoignent. Ça veut dire que le patient victime d'un traumatisé grave a une forte probabilité de garder des séquelles définitives. D'où l'importance donc et la probabilité donc de survenir de ces séquelles donc est liée bien sûr à la rapidité de la prise en charge. Pour conclure, je dirais que le polytraumatisme, vraiment, sa prise en charge est un challenge pour toutes les équipes, aussi bien les équipes de soins préhospitaliers que les équipes hospitalières. Elle nécessite une franche collaboration entre les spécialistes. Donc, anesthésiste, réanimateur, chirurgien, radiologue, biologiste, urgentiste, médecin éducateur, tout le monde est concerné dans la prise en charge. Même les psychologues, etc. Et donc, le respect donc, des règles donc, d'évaluation et de prise en charge, hein, suivant donc, le concept ABCDEF, est extrêmement important. Ça permet de hiérarchiser la prise en charge et de catégoriser donc, les patients. Et en tête que l'hémorragie est le problème numéro un du polytraumatisé. Donc, il faut absolument identifier l'origine et assurer une hémostase sans délai. Et bien sûr, la réanimation encadra donc tous ces gestes à travers un remplissage, l'administration précoce de vasopresseurs, éventuellement une transfusion, intubation avec ventilation mécanique si nécessaire. Et donc, pour terminer donc par cette diapositive qui résume un peu donc ce que je viens de dire, la prise en charge elle commence par le plan hospitalier. Le patient sera ensuite conduit vers un trauma center qui est un centre, comme je l'ai dit, dispose des moyens humains nécessaires à la prise en charge de ce type de patient avec un plateau technique qui doit être disponible, les moyens techniques et les plateaux techniques doivent être disponibles 24 heures sur 24 avec une très bonne organisation, un réseau donc de soins qui est bien huilé, qui permet donc de coordonner donc la prise en charge de ce type de patient. Et lorsque, bien sûr, ce patient donc on arrive donc à le sauver donc à éviter donc son décès, et bien sûr, il va quitter la réanimation pour aller donc vers les séries de rééducation parce que les séquelles donc physiques et ou mentales donc sont présentes, seront présentes et vont nécessiter une prise en charge donc ultérieure. Je vous remercie. Allô? Oui, merci beaucoup, professeur. Ah, En fait, je, on sait j'avais les peur. choses comme vous communiquer. Ah, j'ai Ce eu qui fait peur. Je me que suis demandé est-ce que je n'étais pas en train de parler sur non, pas du ça. tout. C'est pas encore le temps. Merci D'accord. vraiment à vous pour Allez. cet enseignement qui était vraiment intéressant et Euh, vraiment pratique pour nous. C'est oui. vrai qu'on aurait aimé mettre un visage sur votre nom. Non, mais c'est pas un problème, hein. Je peux, je peux Donc, activer. voilà. euh,
Là, Je on sais pas, arrive hein. à mettre vraiment un visage Ah, sur le nom. bon, vous me voyez, donc bonjour alors. Bonjour, Monsieur Cabo. Voilà, Donc, merci vraiment à vous pour cet enseignement. Nous allons je vous en prie. passer à la deuxième partie. C'est la partie des questions-réponses. OK. Donc, chers confrères et consoeurs, je vais bien vouloir vous demander de poser vos préoccupations, pourquoi pas de partager vos expériences avec nous par rapport à la prise en charge du polytraumatisme, tout ce qui pourrait enrichir notre culture par rapport à cette thématique. Donc, la parole est à vous. Oui, docteur Moussa Senoussi. Merci vous. Nous remercions aussi le professeur pour la présentation. Moi, c'est Moussa Sensini, je interviens depuis le Tchad. C'est une présentation qui est tellement riche. Et nous, ici au Tchad, notre réalité est qu'en cas de polytraumatisme ou de traumatisme grave, la prise en charge préhospitalière n'existe carrément pas parce qu'il n'y a pas un système SAMU. Beaucoup plus ces traumatisés crâniens graves sont conduits à l'hôpital soit par l'entourage, soit par la famille. Et toute la prise en charge se fait d'abord au niveau hospitalier. Donc, il n'y a pas une prise en charge vraiment pré-hospitalier. Donc, les patients sont vraiment amenés à l'hôpital dans des conditions qui sont très difficiles. Donc, c'est ce qu'on vit tout le temps. Et notre préoccupation concerne la prise en charge des traumatisés crâniens graves. Bon, nous exerçons dans le service des urgences souvent les consignes des médecins réanimateurs, que ce soit neurochirurgiens qui passent, c'est de remplir les patients avec des sérums physiologiques isotoniques, notamment le sérum salé. Donc, nous demandons au professeur pourquoi seulement utiliser les sérums salés isotoniques, pas les autres solutés. Ça, c'est ma première préoccupation. Et dans la prise en charge des patients traumatisés, c'est aussi important de prendre la glycémie capillaire tout le temps. Et nous demandons aussi au professeur si nous sommes devant un cas d'hypoglycémie chez un traumatisé crânien grave, quelle sera maintenant l'attitude de la prise en charge de cette hypoglycémie et en même temps quand nous sommes aussi devant une hyperglycémie. Merci. Merci beaucoup, docteur Moussa. Avant de continuer, je vais demander à ceux qui n'ont pas la parole de bien vouloir fermer le micro. Il y a le micro de docteur Amoundou Gaba qui est ouvert. Merci de fermer votre micro pour faciliter les échanges. Je ne sais pas quelle est la méthodologie. Je réponds au fur et à mesure ou bien comment ça se passe? En fait, il y a deux méthodologies possibles. Soit vous Comme vous décidez voulez. de répondre en même temps, soit vous décidez de prendre un lot de 5 personnes et vous répondez après. D'accord, donc on peut faire l'eau de 5-5 alors. D'accord, parfait. Ouais. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Issoufou Gonsori. Oui. Bonjour à tous. Merci pour la parole. Merci également au professeur pour la présentation. Moi, c'est Issou Gansori, je suis étudiant en médecine à l'Université de Radou. Donc, ma question concerne la On a triade de... un peu du mal à vous entendre. Vous entendez maintenant? Oui, un peu mieux. Ok. Et puis moi, c'est Issoufou Gansori, je suis étudiant en médecine à l'Université de Radou, professeur de cerveau. Moi, ma question concerne la triade létale que le professeur a évoquée. Je voulais aussi, si le professeur pouvait revenir là-dessus, plus précisément sur les écologies de cause et également la prise en charge de la filière de table. Merci bien. Docteur, votre question est de savoir les causes. Je ne sais pas si le Oui, professeur a entendu la question. la triade de table, les causes et la prise en charge de la triade de table. D'accord.
Professeur, est-ce que vous avez entendu la question de... Oh, j'ai perçu, ouais. Merci beaucoup, docteur Issoufou. Nous allons passer la parole à docteur Donsoko Aboubakar. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Dr. Nanso Kabaka Sidiki, je suis guinéen d'origine. Mon inquiétude, et je remercie d'abord Monsieur le professeur pour cette brillante présentation. Mon inquiétude, au fait, se situe au niveau en cas de polytraumatisme, est-ce on peut faire une classification mais en différents stades? C'est ça, au fait, mon plus grande inquiétude. Et à travers cette classification en différents stades, est-ce qu'il y a une prise en charge réellement pour chaque type de stade? Merci beaucoup, docteur Aboubakar. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Si ce n'est pas le cas, je Oui, ça, vais... y a pas. D'accord. Il y a docteur Septime Dosso qui a levé la main. Docteur, vous avez la parole. Ok, bonjour pour ça. J'ai une préoccupation. C'est par rapport à la prise en charge préhospitalière, par rapport à l'intubation. Souvent chez les patients chez qui on suspecte notamment un traumatisme du rachis cervical. Et quelles sont les précautions à prendre dans ces cas pour ne pas endommager ou bien compliquer le traumatisme du rachis cervical, notamment un déplacement secondaire pendant l'intubation? C'est ma préoccupation. Merci beaucoup, docteur Dosso. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, professeur, je vous laisse la parole pour répondre. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Je réponds à ces questions et puis ensuite, comme je l'ai dit, c'est un partage de connaissances. Hein. J'ai pas, s'il y a des questions auxquelles, bon, je n'arrive pas à répondre, je vais vous passer la parole. Alors, le docteur Senoussi, tchadien, notre collègue du Tchad, nous demande pourquoi ce rhum salé isotonique chez le traumatisé crânien grave. Voilà. Vous savez que actuellement, le soluté de remplissage idéal qui est recommandé donc en cas de traumatisme crânien grave, c'est effectivement le sérum physiologique. Pourquoi? Parce que, comme son nom l'indique, sa tonicité par rapport au plasma est identique. Donc, ce qui va éviter donc j'allais dire, de jouer donc sur la tonicité plasmatique, qui est un facteur important qui pourrait aggraver l'œdème cérébral après un traumatisme crânien. Si vous utilisez le linge lactate, bon, le linge lactate est légèrement donc hypotonique par rapport au plasma. Donc, c'est pas du tout conseillé, en tout cas à la phase initiale du traumatisé crânien. Et puis, les autres solutés qui sont les macromolécules, vous savez très bien que, bon, de plus en plus, on a tendance à les abandonner parce que, ayant plus d'inconvénients que d'avantages, notamment le coût et puis pas mal d'effets secondaires qui ont été donc identifiés. Donc, le sérum physiologique est en tout cas le soluté idéal sur ce type de terrain-là. Alors, pour ce qui est de la glycémie, je l'ai dit, effectivement, tout patient comateux doit bénéficier donc d'un dosage de la glycémie pour dépister une hypoglycémie, sachant que entre les deux, l'hypoglycémie et l'hyperglycémie, c'est l'hypoglycémie qui est une urgence. L'urgence, c'est vraiment la gestion de l'hypoglycémie, parce que elle entraîne très rapidement des lésions cérébrales qui peuvent être irréversibles, à l'inverse de l'hyperglycémie, vis-à-vis duquel donc le cerveau donc a une meilleure tolérance. D'accord. Donc, quand vous êtes en face d'une hypoglycémie, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Le traitement de l'hypoglycémie, c'est que ce soit chez le patient traumatisé que le patient non traumatisé, c'est exactement le même. Donc, un patient qui est comateux, vous allez apporter donc le sucre par la voie perfusion. Donc, ça dépendra donc de ce que vous avez sous la main. Si vous avez donc les ampoules de G30, vous avez donc du G10, le soluté, vous avez donc G5. Bon, vous utilisez ce que vous avez comme type de soluté pour rapidement donc
remonter la glycémie du patient. Donc ça, il n'y a même pas à tergiverser. Une ampoule de G30, vous le faites, ou bien donc sérum glucosé 10% si vous n'avez que ça. Et voilà, en bolus. Voilà, c'est juste pour relever donc la glycémie. Et s'il y a une cause sous-jacente, c'est un traitement malade qui a bénéficié qui a pris son traitement antidiabétique oral. Bon, c'est bien donc de le savoir. Et de toute façon, il faut répéter la surveillance de la glycémie même après le bolus de glucosé. Devant une hyperglycémie, il y a vraiment pas, il faut se dire que dans le contexte préhospitalier, il n'y a pas une urgence extrême à corriger l'hyperglycémie. Il n'y a pas une urgence extrême. D'accord? Parce que après le traumatisme même, du fait des mécanismes d'adaptation, la sécrétion donc de catécholamine, vous verrez que quasiment tous ces patients-là vont augmenter leur glycémie. Donc ça, c'est devant un stress, l'organisme sécrète des hormones de stress qui sont hyperglycémiques. Donc la tendance sera donc plutôt à l'hyperglycémie. Mais il ne faut pas vous acharner à traiter ça parce qu'en voulant corriger l'hyperglycémie, vous pourrez le risque donc d'induire une hypoglycémie qui va être délétère, qui est potentiellement délétère. Donc, vous poursuivez donc votre prise en charge et c'est une fois le patient en réanimation que vous allez maintenant progressivement donc dans un milieu où vous maîtrisez donc les conditions de prise en charge. Vous pouvez donc, et de surveillance, vous pouvez en ce moment donc commencer à corriger donc la glycémie de ce patient-là. Si c'est en réanimation, l'hyperglycémie sera prise en charge, mais en préhospitalier, l'hyperglycémie peut être tolérée le temps d'amener le malade à l'hôpital. Donc, 1 heure, 2 heures d'hyperglycémie, c'est pas le même pronostic que 1 heure, 2 heures d'hypoglycémie. Donc, c'est vraiment la gestion de l'hypoglycémie qui est une urgence. Gansoré demande la triade létale. Alors, la triade létale, c'est ça, hein, c'est l'hypothermie, l'acidose et puis la coagulopathie qui, associées en cas de choc hémorragique, vont aggraver le pronostic du patient. Donc, la cause, c'est l'hémorragie massive, en fait. Parce que quand le malade saigne, en même temps qu'il perd du sang, des globules rouges, il perd des facteurs de coagulation qui sont contenus dans le plasma, les plaquettes également. Donc, il réduit donc son potentiel, donc, j'allais dire, hémostatique, si je peux donc m'exprimer ici. Et du fait de l'état de choc lié à cette hémorragie massive, bien sûr, l'acidose, puisque vous savez très bien que quand on parle d'état de choc constitué, c'est que on est en face d'une situation où le métabolisme donc cellulaire donc en périphérie est passé en mode anaérobie du fait du défaut de transport, d'apport en tout cas en oxygène des tissus en périphérie. Donc, ce métabolisme-là donc en anaérobie va favoriser la survenue donc d'une acidose, laquelle acidose altère encore les facteurs, la fonctionnalité des facteurs de coagulation qui sont disponibles dans l'organisme du patient. Donc, non seulement il les a perdus, mais les facteurs qui sont encore présents vont avoir une capacité donc de fonctionnalité réduite du fait de cette acidose-là. Et si vous associez l'hypothermie, qui elle-même joue, altère la fonction plaquettaire et inhibe les facteurs de coagulation, vous voyez que les trois associés vont réduire encore la possibilité d'hémostase du patient. Et ce qui fait que même si vous allez au bloc opératoire et que l'hémostase chirurgicale est faite, les petits vaisseaux qui ne sont pas accessibles à la chirurgie là vont continuer donc de saigner et vous risquez donc de perdre le patient. Surtout lorsque il a un traumatisme crânien associé. Donc, le saignement donc, à l'intérieur de la boîte crânienne risque d'engager le pronostic du malade. Donc, en fait, la prise en charge, c'est éviter que ça ne survienne, quoi. C'est pour ça j'insiste en disant que quand vous êtes en face d'une hémorragie, l'urgence, c'est l'hémostase. C'est vraiment l'urgence. C'est pour ça qu'on a parlé souvent de chirurgie écoutée ou damage contrôle chirurgical. On amène le malade au bloc opératoire très rapidement pour stopper donc l'hémorragie et éviter donc que le malade ne rentre dans cette triade-là. Et lorsque vous voyez qu'au cours de la réanimation de ce type de patient-là, vous êtes amené souvent à transfuser des produits sanguins labiles. Les produits sanguins labiles, qui dit hémorragie massive dit transfusion massive. Les produits sanguins labiles sont conservés à des températures qui sont basses.
Donc, vous induisez encore une hypothermie, donc en transfusant le patient, en essayant donc de corriger donc les pertes sanguines. Et donc, cette hypothermie induite par la transfusion de produits sanguins labiles va bien sûr favoriser la survenue de l'hypothermie et aggraver le saignement. Donc, c'est un peu ça. Euh, alors, docteur Dansoko, Aboubakar, la classification des différents stades. Je ne sais pas de quelle classification il s'agit. Donc, il peut peut-être nous partager son expérience sur ça. Mais si c'est la classification de Vittel, là, c'est vraiment pour juste dépister la gravité du patient et le conduire dans un centre spécialisé. Et comme je l'ai dit, euh, quand on parle de traumatisé grave, une seule lésion peut entraîner donc être source donc de engager le pronostic vital du patient. Donc c'est la présence d'une lésion qui, au moins une lésion, qui engage le pronostic vital à court terme avec détresse. Donc la détresse étant donc soit respiratoire, hémodynamique ou neurologique, qui va donc définir le traumatisé grave et donc nécessiter une prise en charge urgente. Donc, je ne sais pas de quelle classification en stade il paraît, parce que là, on est en train de parler des traumatisés graves. Donc, alors, docteur Dessous nous demande quelles précautions prendre au moment de l'intubation chez un patient traumatisé crânien sévère, puisqu'on sait que tout traumatisé crânien sévère doit être considéré comme un traumatisé du rachis en général, mais plus particulièrement du rachis cervical, jusqu'à ce qu'on fasse la preuve. Alors, c'est pareil, hein? Je ne sais pas quel est votre niveau d'études, si vous êtes anesthésiste, si vous êtes DES ou étudiant en médecine. Bon, c'est mieux que dans les présentations, voilà, vous dites, là, ça permet donc de répondre, donner une réponse adaptée à votre fonction, parce que je pense que si vous êtes anesthésiste, vous savez comment il faut faire. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il faut éviter donc les mobilisations du rachis pendant les manœuvres d'intubation. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, vous ne pouvez pas intuber ce patient-là seul. Il y a une personne qui sera donc, qui va maintenir donc le patient, la rectitude euh, du rachis cervical au moment des manœuvres d'intubation. Vous n'avez pas la possibilité donc de faire l'hyperextension du rachis comme on le fait lorsqu'on intube le patient au bloc opératoire. Donc, rectitude, intubation donc sans mobiliser le rachis cervical. Donc, tout naturellement, ce sont des conditions d'intubation difficiles qui ne seront pas donc, ce type de patient ne sera pas laissé à un apprenant, un stagiaire, parce que le moindre mouvement peut effectivement déstabiliser le rachis. Et une fois donc que le malade est intubé, allez, on remet donc le collier cervical rigide en place pour stabiliser le rachis. Donc, au moment de l'intubation, si le malade a son collier, on défait la partie antérieure du collier, on maintient donc l'axe de la tête, l'axe tête-cou-tronc en rectitude et on fait les manœuvres d'intubation sans avoir à mobiliser le rachis cervical. Donc, c'est de ça il s'agit. Voilà. Et ensuite, donc, on remet le collier en place pour stabiliser, immobiliser le rachis cervical. Donc, la précaution, c'est, voilà, vous ne pouvez pas intuber seul. Donc, il faut notre personne pour vous aider à maintenir le rachis pendant les manœuvres d'intubation. Voilà. Donc, je pense avoir répondu aux 4 questions qui m'ont été posées. Allô? Allô? Docteur Fassinou? Je suis là, en fait, c'est un Ah, problème de micro. Problème d'accord. de micro, je suis désolée. Non, non, c'est pas grave. Donc, j'ai Donc, répondu à la première série de docteur questions. Mot à la parole, puis après, docteur Madina se prépare. Il y a 2 mains levées, docteur Njomo et docteur Madina. Bonjour à tous, bonjour professeur. Donc, je suis docteur Ndjomo, médecin anesthésiste réanimateur. Professeur, pour en revenir un peu à la question de l'intubation,
chez le polytraumatisme et bon, considérons le traumatisé crânien. Quelles sont vos habitudes d'intubation? Parce que ces derniers temps, il y a une sorte il y a pas mal de, il y a pas mal de bon, pas, je vais pas dire de recommandations, mais de mise en garde sur l'utilisation du propofol, avec notamment la chute de tension qui arrive. Et on nous avait toujours dit que la kétamine, c'est quelque chose qui est peu indiqué parce que ça peut éventuellement faire lever ou bien augmenter la pression intracrânienne. Dans votre pratique, comment est-ce que vous vous retrouvez en train d'intuber les traumatisés crâniens graves? D'accord. Merci beaucoup, docteur Njomo. Même si vous n'avez pas dit de quel pays vous nous venez, je vais donner la parole à docteur Madina. Bonjour, bonjour professeur. Bonjour, Merci. Moi, c'est Madame Madina Ouattara. Ouattara. Je suis une des élèves du professeur. Merci professeur pour la présentation. Professeur, moi, mon inquiétude, c'est pas une inquiétude, mais c'est plutôt une recommandation. Si on prend en Afrique de l'Ouest, dans nos pays actuellement, vu que le SAMU vient d'être installé, moi, je pense qu'il y a un problème de communication. Parce qu'avant, avec les pompiers, le patient polytraumatisé grave, normalement, devait être annoncé avant d'arriver à l'hôpital. Et je pense qu'avec l'équipe du SAMU aujourd'hui, dès que le patient est vu, l'alerte doit être lancée, l'hôpital doit être prévenu. Le patient ne doit pas arriver et attendre qu'on installe le matériel. D'où l'intérêt de la salle de déstockage que malheureusement nous utilisons lorsqu'on n'a plus de lit. Je pense qu'il faudrait revoir l'organisation pour que cette salle ne soit utilisée qu'en cas que lorsqu'on a un cas de polytraumatisme grave et qu'il y ait vraiment une communication entre le SAMU, le réanimateur, le SAMU et l'hôpital d'abord, et à l'hôpital de lancer la réanimation. Et dès lors, je pense que par jour, s'il y a l'équipe de garde alerte polytraumatisée, même s'il n'y a pas tout le matériel, je pense que ça pourrait aller. C'était juste ma contribution. Merci beaucoup à vous, docteur, pour votre contribution. Je vais laisser la parole au professeur s'il n'y a pas d'autres inquiétudes en attente. D'accord, merci. Donc, alors, le collègue Njomo, je ne pas le nom, l'accent, je pense qu'il est du Cameroun, hein. Alors, il faut dire que, effectivement, on est confronté à deux situations. Emploi hospitalier, euh, idéalement, c'est classique étau-célo, mais nous n'avons pas de tomidate. Le propofol, effectivement, dans un contexte de patient qui potentiellement saigne, avec une possibilité de nuire une hypotension artérielle qui peut être plus délétère que l'augmentation de la pression intracrânienne, nous avons fait le choix, nous faisons le choix. Moi, personnellement, en tout cas, je fais le choix d'utiliser la kétamine, qui me permet de mieux préserver l'hémodynamique et intuber donc mon patient donc, dans de meilleures conditions. Parce que lorsque je vais induire une hypotension, il faut savoir que cette hypotension-là, elle va être beaucoup plus délétère donc, pour le cerveau que la simple augmentation passagère de la pression intracrânienne. Voilà. Donc, personnellement, maintenant, le propofol, c'est pas qu'il ait une contre-indication formelle, hein, mais il faut avoir la certitude ou avoir en tout cas des vasopresseurs à portée de main pour éventuellement donc juguler une éventuelle hypotension, ce qui n'est pas toujours le cas dans nos conditions de travail. D'accord. Mais si vous avez donc un vasopresseur à portée de main, vous pouvez effectivement utiliser donc le propofol à faible dose et avec votre curare succinylméthonium là donc vous pourrez intuber le patient, bien sûr sans trop de variations de l'état hémodynamique. Voilà. Docteur Madina, elle, c'est une contribution. Merci donc pour la suggestion. Donc, c'est noté. Et on va essayer donc de se battre pour que les choses s'améliorent au fur et à mesure, quoi. Voilà. Merci Donc, beaucoup, professeur. Il y a dans la messagerie le docteur Boubacar Sissé qui dit ceci. Bonjour à tout le monde. J'ai pris le webinaire de cours. J'aimerais que le cher maître revienne sur la définition du polytraumatisme
Paraît-il qu'il y a une nouvelle définition. Professeur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à propos de ce message, autant pour moi. Alors, actuellement, comme je l'ai dit, la tendance, c'est plutôt parler de traumatisé grave plutôt que de polytraumatisme. Bon, comme je l'ai dit, c'est une notion, on a évolué, hein, parce que quand on parle de poly, bon, on a tendance à rechercher forcément, perdre le temps à rechercher, tant qu'on n'a pas 2 lésions, 3 lésions, c'est pas grave. Une seule lésion, c'est moins grave que 2 lésions. Bon, alors, et là, c'est juste une notion qui dit, attention, il faut rechercher la moindre lésion qui peut engager le pronostic vital à partir de ce moment, donc c'est grave. Donc, on est passé beaucoup plus à la notion de traumatisé grave que de polytraumatisme. Et là aussi, dans les définitions que j'ai données au début, j'ai insisté sur le fait que même si vous n'avez pas de lésion visible, apparemment visible, si vous analysez le mécanisme et que dans votre analyse, le mécanisme est violent, il y a une violence qui peut vous faire croire que des lésions graves peuvent exister, ce patient-là, même sans bilan lésionnel, vous devez le considérer comme un polytraumatisé. Un traumatisé grave plutôt. Voilà. Je prends l'exemple terre à terre, hein, quelqu'un qui est tombé donc, du 2e ou du 3e étage, qui est en face de vous et qui, conscient, respire bien, j'exagère, hein, c'est pour caricaturer. Vous voyez que vous n'allez pas considérer ce patient-là comme celui qui a chuté après une marche, par exemple. Parce qu'en analysant donc la nature donc de la hauteur d'où est venu le patient, d'où est tombé le patient, vous allez certainement vous dire que même si pour le moment le patient a l'air pas grave, il a la probabilité qu'il présente des lésions graves extrêmement élevées. Et donc, du coup, ce patient-là, vous devez euh, le prendre en charge comme tel et l'évaluer et rechercher les lésions et les prendre en charge. Voilà. Donc, je pense que cette notion est extrêmement importante à, à prendre en compte. Voilà. Ne pas forcément attendre de voir la plaie qui saigne avant de dire c'est grave, ou le malade qui est dans le coma et qui ne respire pas bien avant de dire c'est grave. Non, vous analysez donc la violence, le mécanisme donc du traumatisme, et à partir de là, vous tirez les conclusions de la gravité ou non de votre patient. Et donc, le reste, la prise en charge, donc, devient identique. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Il y a le docteur Donsoko Aboubakar Sidiki qui dit, en fonction des étapes, nous avons le polytraumatisme stable et le polytraumatisme instable, qui sont différents l'un de l'autre, non seulement sur le plan diagnostique, mais aussi sur le plan thérapeutique. Bah, je pense que, oui. On donne la parole à Dr. Ali Renaud. Alors, sur ce qui est dit tout de suite, c'est clair, hein, je vous ai dit, quand vous faites le point, le patient, une fois à l'hôpital, il y a 2 ou 3 situations qui vont se présenter à vous. Le malade, il est arrivé, amené par l'équipe SMUR, l'équipe du SAMU, qui vous annonce un patient qui est instable depuis le lieu de l'accident. Vous arrivez aux urgences, il demeure instable. Vous voyez que ce type de patient, l'instabilité étant hémodynamique, bien sûr, est un patient qui ne doit pas rester aux urgences, qui ne doit pas aller au scanner. Si vous suspectez une fracture du bassin, par exemple, hémorragique, dans les pays où il y a les moyens, ou un hématome rétropéritonéal massif, où il y a les moyens, c'est l'artério-embolisation directe. C'est un patient qui ne reste même pas aux urgences. Dès que le SAMU a annoncé qu'il vous amène un patient, il va directement en salle d'artériographie. Si c'est une hémorragie interne dans le péritoire ou dans le thorax, et malgré les soins de réanimation, depuis le proche-hospitalier, le malade demeure instable, il va directement en salle d'opération pour la chirurgie d'hémostase. Et si le malade, on arrive à le stabiliser avant de l'amener aux urgences, c'est-à-dire que l'équipe SMUR arrive à stabiliser le patient,
Quand il arrive aux urgences, on a le temps maintenant de faire l'examen au lit du malade et éventuellement complété par un scanner corps entier. Je crois que quand j'exposais, j'ai dit, tout ça là, c'est vraiment l'état du malade qui conditionne. Je ne sais pas si c'est de cette classification-là qu'il parle. Oui, mais c'est en fait ça. Voilà. Donc, il y a en gros 3 situations. Il y a la première situation où le malade est instable depuis le pro-hospitalier. Jusqu'à arriver à l'hôpital, il demeure instable. C'est un malade qui ne reste même pas aux urgences. Il va directement en salle d'opération ou en salle d'artério-embolisation, en fonction de la nature de la lésion. Le malade, on a pu le stabiliser. Il reste aux urgences. On fait l'exploration radio, thorax, bassin, face écho, en fonction des lésions. Et si on a trouvé un hémopéritoine massif, c'est pas la peine de l'amener au scanner. Vous avez déjà le diagnostic, vous allez au bloc opératoire. Si vous n'avez pas trouvé de lésions à la face écho, vous avez trouvé un pneumothorax massif, vous le faites l'exsufflation drainage. Si maintenant, vous n'avez pas trouvé de lésions urgentes à la face écho, malade stable, il va au scanner. Scanner corps entier, et après le scanner, en fonction de ce que vous aurez trouvé comme bilan, soit il va au bloc opératoire, si vous avez trouvé une lésion pour laquelle le traitement est chirurgical, soit il va en réanimation. Je pense que c'est peut-être de cette classification qu'il parle. Mais voilà. Mais là, c'est assez catégorique, c'est bien clair que c'est de cette manière-là qu'il faut procéder. Merci beaucoup, professeur. Nous allons accorder la parole à Dr. Ali Khonou. Je vais demander également à Dr. Holden de bien vouloir lever la main. Dr. Ali Khonou, vous avez la parole. Bon, merci beaucoup pour la parole. Et ici, c'est Dr. Ali Khonou, DES médecine d'urgence, FSS Cotonou. Et nous remercions le professeur pour sa bien présentation. Pour revenir à la question de Dr. Dossou, j'aimerais savoir si, au cas où on suspecte des lésions du rachis cervical, on ne peut pas utiliser tout simplement un masque cervical, un masque laryngé. Merci. Professeur, vous avez la parole. Ah, d'accord, on répond au fur et à mesure, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, donc, il y a pas de... Alors, le masque laryngé, il faut connaître les limites du masque laryngé, hein. Voilà, je crois que devant un instrument plein potentiel, le masque laryngé, il ne protège pas du tout contre l'inhalation bronchique, hein, du liquide gastrique. Donc, je crois que il faut reconnaître les limites du masque laryngé qui va être utilisé comme en méthode de sauvetage. Ça veut dire que si on a du mal à intuber le patient, si le malade est en détresse respiratoire, qu'on n'arrive pas à le ventiler, à l'intuber, bon, effectivement, on peut placer un masque, mais tout en sachant que ce masque ne nous protège pas contre l'inhalation, hein, ça au moins c'est clair. Si vous voulez protéger les voies aériennes, c'est l'intubation. Et l'intubation, effectivement, avec ses précautions, rectitude, alignement du rachis cervical dans l'axe du corps, intubation sans mouvement et stabilisation avec un collier cervical. C'est pour ça que je dis et je répète, c'est pas le genre de malade à laisser intuber par un apprenant. Ça, c'est extrêmement important. En médecine, on dit primum non nocere. Moi, je préfère que vous mettez juste le collier, mettez une guédelle, mettez l'oxygène au masque à fond et amenez le malade à l'hôpital où le senior qui sait le faire le fera, plutôt que de chercher à intuber ce malade au bord de la route, dans les conditions que vous connaissez. Vous savez que quand vous intubez un malade sur la route, c'est pas la même chose qu'à l'hôpital, au bloc opératoire, etc. Bon, d'accord. En plus, vous êtes un stagiaire, bon, vous allez mettre 10 minutes à l'intuber, bon, et finalement arracher dans son rachis cervical, bon, je pense que vous n'aurez pas rendu service. Primum non inséré. Donc, on immobilise le rachis, on met une canule de Guédel, on aspire, on met l'oxygène à fond et on amène le malade. Je crois que si on est rapide, on peut sauver le malade. Vous savez que dans certains pays où dans les ambulances, il n'y a pas de médecin anesthésiste, hein, mais ils arrivent à sauver beaucoup de patients, hein. Voilà. Donc, je crois que si j'ai un message fort à lancer, c'est plutôt celui-là. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Donc, nous n'allons pas intuber les malades sur les routes, sur les voies publiques. On va les amener à l'hôpital. Bon, j'ai dit les stagiaires.
Je vais laisser la, je vais laisser la parole à Dr. Holden. Dr. Holden, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Votre micro est ouvert. Mais on ne vous entend pas. Bonjour, docteur Holden. Docteur Holden, je pense que vous pouvez fermer votre micro. Je vais lire votre question. Docteur Holden demandait ceci. Il a écrit dans la messagerie. Bonjour. Est-ce que le professeur peut revenir sur le pourquoi de la préférence du sérum physiologique isotonique dans la prise en charge de TCE par rapport aux autres solutés comme ceux hypertoniques, RDC, huile de Lycassie? Voilà. C'était la préoccupation du docteur Holden. D'accord. Alors, sérum salé par rapport aux solutés hypertoniques. Alors, les solutés hypertoniques, c'est pas que c'est qu'on indiquait, mais c'est des solutés qui vont être utilisées préférentiellement dans le choc hémorragique. D'accord? Un, avec pour principal avantage de ne pas utiliser de gros volumes, parce que vous savez que plus vous allez utiliser donc beaucoup de solutés, et vous allez diluer le patient, et donc favoriser donc la survenue donc de cette coagulopathie de dilution que j'ai précédemment donc évoquée. Mais nous sommes dans la prise en charge classique du patient traumatisé crânien grave qui doit bénéficier donc d'un remplissage vasculaire. Le sérum salé isotonique physiologique suffit largement à répondre donc aux besoins donc du patient. Donc les autres solutés étant légèrement hypotoniques sont vraiment contre-indiquées dans ce cas-là. Ensuite, vous avez les solutés donc comme j'ai dit type macromolécules qui ont plus d'inconvénients que d'avantages par rapport au sérum salé. Donc, c'est pour ça que on préfère donc privilégier donc le sérum salé isotonique pour vis-à-vis duquel donc, on n'a pas de restriction en termes donc, de quantité à utiliser. Pas d'effet secondaire immédiat. Voilà. Donc, je crois que le niveau de consensus est largement fait. Maintenant, si vous êtes en face de choc hémorragique et que vous disposez effectivement de soluté hypertonique, vous pouvez donc l'utiliser avec donc les bénéfices donc que j'ai dit précédemment. Merci beaucoup, professeur. Et il y a le docteur Aristide qui a laissé également un message. J'aimerais bien demander à ceux qui peuvent parler de bien vouloir lever le main et laisser la messagerie à ceux qui sont peut-être dans des environnements bruyants. Bonjour, professeur. Est-ce que la ventilation mécanique après intubation d'un patient traumatisé grave peut être un facteur d'installation hémodynamique? Je pense que ça doit être instabilité hémodynamique. Je relis la question. Est-ce que la ventilation mécanique après intubation d'un patient traumatisé grave peut être un facteur d'installation hémodynamique? Docteur Oui, Kouché, médecin anesthésiste et animateur Cameroun, merci. d'accord. Instabilité Oui, hémodynamique. je pense plutôt que c'est instabilité hémodynamique. Tu Voilà. as Donc, corrigé d'accord. oui, ok, super. Donc, je crois qu'il a, vous connaissez un peu les interactions cœur-poumon
dans la ventilation mécanique. Effectivement, un patient avec un état hémodynamique qui est limite peut voir son état hémodynamique brutalement s'aggraver à l'initiation de la ventilation mécanique. Donc, effectivement, donc, vous pouvez, parce que avec l'augmentation des pressions dans le thorax, ben, vous jouez sur le retour veineux. Donc, vous pouvez avoir donc une chute de débit cardiaque avec instabilité hémodynamique. Donc, c'est pour ça que, un, il faut bien sûr qu'il y ait un bon remplissage vasculaire. Deux, que vous ayez à portée de main un vasopresseur. Et trois, à l'initiation de la ventilation mécanique, ne pas utiliser de gros volumes courants. D'accord? Vraiment, les 6 millilitres kilo là, c'est vraiment des volumes courants qui permettent donc de réduire la survenue de cette instabilité à la ventilation. D'accord? Donc, sinon, vous pouvez bel et bien, avec de gros volumes, un patient donc qui est un état hémodynamique précaire, vous pouvez donc induire des stabilités hémodynamiques par le biais donc du retour veineux, la baisse du retour veineux. Merci beaucoup, professeur. Il y a Dr Holden qui revient toujours en disant, et si le patient est hypertendu connu ou s'il a des chiffres tensionnels élevés, que faire si nous savons que le sérum salé peut conduire également à l'élévation des chiffres tensionnels? Que faire, c'est-à-dire dans quel, je ne comprends pas. Il ne faut pas utiliser du sérum salé parce qu'il est hypertendu ou je ne comprends pas bien la question. Et il revient, sa première question, vous arrivez à mieux m'entendre? Oui. D'accord. Sa première question était de savoir pourquoi le sérum salé, pourquoi choisir le sérum salé isotonique au détriment des autres sérums hypertoniques. Et sa deuxième question est de savoir, devant un patient hypertendu connu qui a fait un accident de la voie publique, peut-être avec un traumatisme grave ou un polytraumatisme, qui vient et qui a l'admission à une élévation des chiffres tensionnels, est-ce qu'on va toujours utiliser le sérum salé alors qu'on sait que le sérum salé permet un bon remplissage vasculaire, peut nous permettre d'augmenter également la tension artérielle? Est-ce qu'il faut l'utiliser dans ce contexte? Donc, il a un patient hypertendu qui a eu traumatisme crânio-encéphalique et qui a peut-être une hypertension à l'admission. Est-ce qu'il utilise toujours quand même le sérum salé? C'est sa question. D'accord, je comprends maintenant la problématique. Bon, peut-être que les choses évoluent, hein, donc je n'ai pas la prétention d'avoir le savoir absolu. Mais pour moi, le sérum salé n'est pas contre-indiqué chez le patient hypertendu. Voilà, donc tout dépend des nécessités, des besoins de remplissage ou pas. Donc, patient hypertendu, au départ, il est hypertendu, ben, il peut être hypovolémique. Il est hypertendu, il a fait un accident, il a saigné, il devient hypovolémique, ben, il faut bien le remplir. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Voilà. Maintenant, le fait d'avoir une poussée hypertensive, ça peut être multifactoriel, hein, même si on n'est pas hypertendu et qu'on a très mal, on a une hypertension intracrânienne, etc., etc., on peut avoir donc une poussée hypertensive. Donc, il faut savoir que la poussée hypertensive est multifactorielle. Il y a la douleur, il y a la survenue donc d'une hypertension intracrânienne, tout ça qui peut élever artificiellement donc la pression artérielle. Donc, il faut faire une analyse. De toute façon, le remplissage, quand on parle de remplissage vasculaire, ça veut dire qu'on a une hémorragie qu'on est en train de vouloir compenser. S'il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de nécessité de compensation, on ne fera pas d'expansion volémique. On va juste prendre une voie veineuse de maintien pour pouvoir passer nos différents traitements. Mais hypertendu ou pas, s'il a saigné, il faut compenser les pertes. Et en pré-hospitalier, le meilleur soluté, c'est le sérum physiologique. D'accord. Ouais. Donc, je crois qu'il faut raisonner plutôt comme ça. Et c'est beaucoup plus simple. J'espère que le docteur Holden a définitivement accepté le sérum salé. Donc, c'est une question d'école, hein? C'est une question d'école, effectivement.
J'aimerais savoir, vous aviez dit, il faudrait pas que l'apprenant puisse intuber ce patient sensible qu'est le polytraumatisé. Et dans nos contextes de formation en anesthésie-réanimation, nous savons qu'il y a la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année. Et voilà. Quand vous parlez de senior, est-ce que vous parlez du MAR, de celui qui a déjà le diplôme de médecin anesthésiste-réanimateur et qui est souvent très rare dans nos contrées? Ou est-ce que vous parlez quand même de l'apprenant senior, c'est-à-dire le DES 4? Je me demande. Moi, je suis DES 2 et je me demande s'il y a un polytraumatisé, est-ce que je peux demander la main à mon aîné pour intuber? Ou voilà. Ou est-ce qu'on va attendre le MAR ou est-ce qu'on attend le DS4? C'est ma petite préoccupation. Merci, professeur. Ouais, désolé d'avoir heurté certaines sensibilités en parlant donc des stagiaires. Non, mais c'est une boutade, hein, mais c'est pour dire, en fait, quand je parle de stagiaire, c'est pas... Moi, le statut importe peu. C'est le savoir-faire qui est important. D'accord? Je peux être un médecin anesthésiste, professeur titulaire de mon état, etc. Si j'ai fait 10 ans sans avoir intubé un rachis cervical, j'avoue que je suis incompétent devant vous qui êtes en deuxième année et qui le faites tous les jours à l'hôpital. Est-ce qu'on se comprend? Là, il faut que le message soit clair. C'est pas le statut qui est primordial. C'est la compétence. Et la compétence ne va pas forcément de pair avec le statut. Il faut le reconnaître. Donc, voilà, c'était juste une boutade pour dire que, en fait, celui qui ne se sent pas capable, qui n'a pas l'habitude de le faire, parce que par consensus, on estime que le stagiaire, c'est quelqu'un qui est un apprenant qui n'a pas l'habitude de faire certaines choses et que le titulaire, c'est. Mais il arrive des moments où le titulaire, pour des raisons diverses, n'est pas à la possibilité ou ne sache pas tel truc. Donc, c'est pas la peine. Si je prends le cas qui n'a rien à voir avec la traumatologie, je prends le cas de l'anesthésie pédiatrique. Chirurgie, l'anesthésie néonatale, c'est un exemple. Moi, mon expérience personnelle, j'ai travaillé dans un hôpital pédiatrique où je le faisais de façon régulière. Mais ça fait 7 ans, non, plus de 7 ans, hein, que je n'ai plus fait d'anesthésie pédiatrique. Aujourd'hui, je me sens incompétent pour intuber nouveau-né par rapport à un DS2 comme vous, si vous êtes donc dans un service de chirurgie pédiatrique et vous le faites tous les jours. Si on est au bloc opératoire, je vais me mettre en retrait et vous laisser faire parce que c'est une gestuelle que vous maîtrisez mieux que moi parce que je n'ai plus l'habitude, j'ai perdu l'habitude. Donc vraiment, c'était une boutade. C'est pas une histoire de grade de quoi, c'est dans l'équipe, tout le monde connaît, chacun connaît ses limites, chacun connaît donc ses compétences et on laisse la personne qui sait mieux faire le geste aller en premier. Donc ça doit être clair pour tout, hein, voilà. Dans notre métier, vraiment une des valeurs cardinales que nous devons cultiver, c'est l'humilité. Voilà. Voilà. Je suis professeur titulaire, comme je me l'ai dit, mais je ne sais pas tout. Il y a plein de choses que vous savez faire mieux que moi. Merci beaucoup, professeur. C'était juste pour comprendre. C'était pas pour vous titiller, mais c'était juste pour comprendre. Merci Non, beaucoup pour la réponse. j'ai compris. Pas s'il y a d'autres préoccupations en attente. Avant de vous laisser conclure, je vais profiter pour annoncer le prochain webinaire. Le prochain webinaire de formation, le samedi 25 novembre 2023, à 9h GMT, nous allons recevoir un neurologue, un professeur d'urologie du Bénin, qui viendra nous parler des fistules vésico-vaginales. Donc, c'est le thème du samedi prochain. Je ne sais pas si des confrères ont encore d'autres préoccupations. Je vois beaucoup de personnes qui demandent à la messagerie à ce qu'on leur envoie la documentation du prof. Bon, je vous assure que la documentation sera disponible puisqu'il a entendu lui-même. Certainement, il nous le donnera. Mais en ce qui concerne le partage, il faut savoir que nous disposons d'une interface de formation continue que nous appelons le REMA Learning.
Comme ça. Excusez-moi, docteur, pouvez-vous couper votre micro? Je pense que c'est chose faite. Je disais tantôt que nous avons une interface qu'on appelle le RIMA Learning. Learning comme apprentissage en anglais, il suffit d'aller sur Google, de taper. Mon confrère Rosario va également envoyer le lien dans la messagerie. Il vous suffira d'aller sur cette interface-là, de taper la formation de ce jour, polytraumatisme, et vous aurez accès aussi bien, dans un premier temps, à la rediffusion ou au replay, dans un second temps, à la documentation, et mieux encore, vous pourriez avoir la certification du jour en fonction des différentes modalités, juste en répondant à quelques petites questions afin d'évaluer votre compréhension de ce cours. Donc, vous pourriez également visualiser tous les cours que nous avions faits depuis mars 2022 jusqu'à aujourd'hui. Et il faut dire que nous faisons au moins un cours par semaine et parfois nous allons à 2 cours, les mercredis et les samedis. Donc, vous avez droit à toute cette documentation qui est disponible sur Emma Learning pour vous. Je pense que Dr. Holden a écrit. Je reviens encore, très cher professeur. Ma deuxième question se place dans le cadre de la prise en charge du DCE que dans le cas d'une déplétion hémodynamique. J'avoue que j'ai pas compris. Je ne sais pas si le professeur a compris. Professeur, je ne sais pas si vous avez compris Mais la... je sais pas. J'ai dit, de toute façon, je pense que dans ma réponse, j'ai été assez large. J'ai dit, si le malade a besoin de remplissage vasculaire, voilà ce qu'il faut faire. S'il n'a pas besoin, c'est une voie venue de maintien pour permettre d'administrer le traitement. Voilà, parce que le traumatisé crânien n'est pas forcément hypovolémique. Mais il peut avoir besoin de catécholamine et de trucs, pas de catécholamine, il peut avoir besoin de sédation, il peut avoir besoin d'antibiotiques, il peut avoir besoin d'anticonvulsivants, etc., etc. Donc, cette voie-là, elle va permettre donc d'administrer. Mais qu'il soit hypertendu ou pas, le sérum salé n'est pas du tout contre-indiqué. Donc, si c'est de ça il s'agit, qu'il sache que traumatisé crânien grave, sans besoin sans besoin de remplissage vasculaire, qu'il soit à la base hypertendu ou pas, le sérum salé n'est pas contre-indiqué à ma connaissance. Voilà, je crois que je ne sais pas si c'est de ça les questions ou pas. Docteur Holden, je ne sais pas si vous avez d'autres préoccupations ou si vous aviez compris l'explication du professeur. Vous pouvez toujours lever la main s'il y a moins de bruit autour de vous. Ah, merci à Docteur Adama qui est DES au Sénégal. En tout cas, sur Emma Learning, vous aurez accès à beaucoup de cours. On sait que l'anesthésie-réanimation, c'est une spécialité vraiment, vraiment vaste et il nous faut connaître beaucoup de choses. Donc, sur cette interface, vous aurez droit vraiment à de la bonne information actualisée. Et vous aurez droit, en tout cas, à l'information de plusieurs spécialités, que ce soit en santé publique, en clinique, en paraclinique. Voilà. Faites-y un tour et je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Je vais laisser une fois encore la parole au professeur afin de nous dire qu'est-ce qu'il aimerait vraiment qu'on garde de la formation de ce jour. Qu'est-ce que vous voudriez, professeur, qu'on sache sur le polytraumatisme et que dans nos pratiques au quotidien, nous puissions nous assurer de bien le faire et de ne plus peut-être mal faire et de sauver plus de vies. Je vous laisse la parole. Alors, pour ce qui est du polytraumatisme, les messages forts, c'est un, il faut qu'il y ait au sein même du pays qu'il y ait une bonne organisation avec la possibilité de faire des soins en préhospitalier. Parce que, comme je l'ai dit, euh, le retard à la prise en charge est l'un des principaux facteurs de
mortalité du patient polytraumatisé. Donc ça ne dépend pas forcément de vous, mais de l'organisation des soins même au sein du pays. Donc, avec, bien sûr, la présence de centres spécialisés pour la prise en charge de ce type de patients, dans lesquels il va y avoir toutes les compétences et le plateau technique nécessaire, ainsi que l'organisation qui va avec. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des protocoles de prise en charge. Ça, c'est extrêmement important. Et ces protocoles-là, vous pouvez les initier, hein, ou initier ces protocoles en concert avec vos maîtres. Vous allez donc mettre en place ces protocoles parce que les protocoles permettent d'éviter l'improvisation dans la prise en charge, qui est vraiment la principale limite, hein, une prise en charge de qualité. Puisque dans vos protocoles, vous allez tenir compte de vos réalités qui ne sont pas les mêmes partout. Par exemple, le collègue tchadien a dit qu'il n'y a pas de médecine préhospitalière chez lui. Il se rassure qu'il n'est pas le seul, parce qu'au Burkina aussi, bon, le SAMU, je suis déjà du SAMU, mais voilà, c'est une structure naissante qui est en train de se mettre en place. Donc, voilà, on peut dire qu'on est pour le moment aussi à peu près au même niveau, hein. Donc, le SAMU du Burkina sera fonctionnel dans les semaines à venir. Donc, il faut que les protocoles tiennent compte des réalités du pays. Donc, des qualifications et puis donc du plateau technique. Troisièmement, le polytraumatisé, il meurt de défense respiratoire, hémodynamique, surtout, et bien sûr neurologique, troisième position. Donc, il faut à chaque fois évaluer et traiter. Et sachant que les lésions sont évolutives, même après une première évaluation, il faut que l'évaluation soit répétée, continue, parce qu'à chaque fois, vous pouvez donc vous retrouver en face d'une défaillance qui n'était pas présente au départ, mais qu'il va falloir donc prendre en charge très rapidement. Quatrièmement, l'hémorragie est l'une des premières causes de décès précoce chez le polytraumatisé. Donc, la recherche de l'hémorragie doit être une obsession pour vous. Et une fois que cette hémorragie est diagnostiquée, il faut faire l'hémostase sans délai. Parce qu'une fois que la coagulopathie s'est installée, vous allez avoir du mal à sauver votre patient. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Je crois que c'est les messages forts que je mets, donc je passe par là, sans avoir besoin de refaire toute la présentation. Je crois que si on s'en tient là, on pourra en tout cas sauver le maximum de nos patients. Mais une fois de plus, la prévention est le maître mot. Voilà. Quand on dit accident, ça veut dire qu'on doit être en mesure de prévenir. On doit tout mettre en œuvre pour prévenir l'accident parce que c'est le meilleur traitement. En fait, si l'automatisme ne survient pas, vous voyez que c'est le meilleur traitement que vous puissiez donc administrer aux patients. Et comme je l'ai montré dans la dernière image, quelle que soit la qualité de la prise en charge, votre patient ne va quasiment jamais retrouver son état de base. Donc, avec la meilleure prise en charge possible, il risque de garder des séquelles à vie. Donc, s'il vous plaît, prévention, plus. Respect du code de la route, port de casque, etc., etc., etc. Voilà. Donc, de toute façon, à passer le message que je voudrais passer sur le thème. Merci beaucoup, professeur. Moi, je vais faire à l'envers. Prévention, maître mot. Recherche obsessionnelle, l'hémorragie et faire l'hémostase sans délai pour prévenir la coagulopathie. Évaluer et traiter de façon répétitive les différentes défaillances, surtout des grandes fonctions vitales. Initier les protocoles en complicité avec nos maîtres, en tenant compte surtout de nos réalités. Avoir une bonne organisation au niveau national avec une meilleure possibilité de prise en charge préhospitalière. Pour ceux qui ne l'avaient pas bien suivi, c'est ce que j'ai gardé des 5 mots ou des 5 phrases clés de la prise en charge du polytraumatisme. Sur ce, je vous remercie, professeur, pour vraiment votre humilité, la qualité des échanges et de tout ce que vous avez partagé avec nous, et également du temps que vous y avez consacré.
Merci beaucoup à vous. Je remercie également les différents participants qui ont sacrifié de leur temps pour consacrer cela à l'apprentissage continu en cette matinée. Je remercie également mon collègue Rosario qui vient encore une fois de nous partager les informations sur notre interface Rema Learning et la possibilité d'avoir également des attestations. Avant, Merci avant, à tous. je vais vous interrompre. Excusez-moi, avant que vous concluiez, parce que j'ai juste un dernier message. Pas message, mais un dernier mot, hein, parce que je sais que vous êtes en train de conclure. Voilà, c'est vraiment pour vous féliciter, hein, vraiment féliciter pour cette plateforme d'échange de savoir que vous avez donc mis en place. J'avoue que j'ai appris son existence par une collègue du Burkina, le professeur Kiberti. Et donc, il y a eu à faire une présentation, je crois, sur la douleur. C'est elle qui m'a parlé donc de ça. Je me suis dit, mais tiens, c'est une très belle chose. Et bon, à partir de là, j'ai été contacté et c'est avec vraiment grand plaisir que j'ai participé donc à ces échanges. Félicitations pour le boulot que vous avez fait. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage pour poursuivre donc dans cette lancée. Et en tout cas, je dirais longue vie à la REMA qui œuvre vraiment pour des soins de qualité sur notre continent. En tout cas, je vous décerne un palme d'or. Merci beaucoup Voilà, à en vous, tout cas, professeur, et également. merci aux collègues d'avoir participé donc à ces échanges. Voilà, je vous remets la parole pour conclure. Merci. En tout cas, moi, je vous ai contacté comme un inconnu et vous n'aviez pas dit non. Vous avez accepté de partager de votre temps avec nous. Vraiment, merci beaucoup à vous aussi. Mhm. Je vous souhaite bonne journée à tout le monde et j'espère vous revoir bien nombreux le samedi prochain, samedi 25 novembre à 9h GMT pour la formation sur les fistules vésico-vaginales qui sont de plus en plus fréquentes dans nos contrées. Prenez bien soin de vous. Très bon week-end et on se dit à samedi prochain. Voilà. Bye bye.